Tout le monde m'entend, ça va? Ouais, Oui. d'accord. Allez, c'est parti, on recommence. Donc, j'étais en train de dire, parce qu'en fait, hier, j'ai essayé une autre tablette, j'ai branché une autre tablette à mon ordi et je crois que ça a mis en vrac celle que j'avais avant parce qu'elle répondait plus. Alors, on va essayer f de x égale x carré plus 1 quart. Donc, on pose cette fonction-là, on connaît son sens de variation, hein, c'est une parabole et c'est la fonction x carré plus 1 quart, donc c'est la fonction x carré décalée de 1 quart vers le haut. D'accord? Ça, c'est 1 quart ici. Ça, c'est le graphe de f. Et donc, effectivement, on voit que la fonction n'est pas monotone. Du coup, l'étude de la suite est compromise, hein, puisque si f n'est pas croissante ou pas décroissante, sur l'intervalle sur lequel on étudie la suite, eh ben, on ne sait pas ce qui se passe. On n'a aucun théorème là-dessus. Et du coup, on va essayer de voir comment on peut faire pour se ramener à une fonction qui serait monotone sur un intervalle qu'on aurait choisi. D'accord? Je mets ma vidéo. Voilà. Alors, donc, si j'étudie cette fonction, eh ben, je vais faire son tableau de variation, donc variation de f. Alors, on a vu qu'elle était décroissante puis croissante. Alors, vu que U0 peut prendre n'importe quelle valeur, je vais faire l'étude sur R, hein, puisque ici, je connais pas, je sais pas quelle valeur peut prendre U0, ça peut être n'importe quoi. Alors là, j'ai des limites infinies, et là, j'ai la valeur 1 quart en 0. Voilà. Donc, je vois que si ma fonction, en fait, je vois que l'image de l'intervalle R, eh ben, c'est l'intervalle 1 quart plus l'infini. Je vois que quand je prends n'importe quel réel, bah, l'image de ce réel, il appartient toujours à 1 quart plus l'infini. Ça veut dire que quel que soit U0 appartenant à R, bah, le nombre U1 qui vaut F de U0 appartiendra à l'intervalle 1 quart plus l'infini. Donc, en fait, on voit qu'à partir du terme U1, à partir du deuxième terme de la suite, les termes vont tous se situer dans l'intervalle 1 quart plus l'infini. Donc, en fait, même si je commence avec un U0 négatif, dès le terme suivant dans la suite, je vais me retrouver avec un terme entre 1 quart et plus l'infini. Donc, finalement, je vais faire l'étude sur cet intervalle-là, hein, puisque f n'étant pas monotone sur l'intervalle R, bah, en fait, c'est pas très grave parce qu'on voit que f est monotone, f est croissante sur l'intervalle 1 quart plus l'infini. Donc, je vais faire cette étude-là en faisant comme si ma suite, en fait, elle commençait au terme numéro 1. Donc, étude de la suite. Je vais étudier la suite. En fait, je vais prendre U1 appartenant à, alors je vais appeler ça l'intervalle I. D'accord? Et donc, je vais prendre U1 appartient à I, et quel que soit N appartenant à N étoiles, F de UN plus 1 égale F de UN. Donc, je vais faire comme si ma suite, elle commençait à U1 qui est dans l'intervalle I, sachant que même si elle commence à U0 qui n'est pas dans cet intervalle, c'est pas grave, puisque dès le premier terme, elle sera dans le bon intervalle. Voilà. Alors, de plus, je vois par exemple que l'intervalle 1 quart plus l'infini, hein, je vois que si, si je calcule f de 1 quart, alors je regarde si cet intervalle est stable, f de 1 quart, c'est 1 quart au carré plus 1 quart, et bien ça, c'est supérieur ou égal à 1 quart. Donc, ça veut dire que l'image de 1 quart, ici, si je prends 1 quart qui est là, j'aurai un nombre qui est supérieur ou égal à 1 quart. Donc, l'image de l'intervalle 1 quart plus l'infini, puisque la fonction est croissante, et ben ça va être l'intervalle, alors qu'il soit 1 16e plus 1 quart, alors ça fait 5 16e plus l'infini. Et ça, c'est inclus dans l'intervalle 1 quart plus l'infini. D'accord? Puisque je sais que l'image de 1 quart est supérieure ou égale à 1 quart. Donc, j'ai affaire à un intervalle stable. I est stable par F. Donc, je peux étudier la suite sur cet intervalle. Ça signifie que quel que soit n appartenant à n étoiles, eh bien, un appartiendra à l'intervalle I, donc ma suite est bien définie et on sait que ma suite est minorée par 1 quart, par exemple. Ça me donne déjà cette information-là. Alors, ensuite, on sait que la suite f étant croissante sur l'intervalle I, f étant croissante sur I, eh bien, je vais me retrouver avec f étant croissante sur I.
je me retrouve avec une suite UN qui est... Alors, elle est de quel sens de variation la suite UN, vu qu'elle fait croissante? On peut savoir qu'elle est monotone? Ouais, elle est monotone, mais on ne sait pas si elle est croissante ou décroissante. UN est monotone. Donc, pour savoir si elle est croissante ou décroissante, je vous rappelle qu'on fait l'étude du signe de UN plus 1, de U1 moins U0. Étude du signe de U1 moins U0. D'accord, puisque selon comment... Alors, du coup, ici, non, en fait, ça va être U2 moins U1. Il faut adapter, hein, parce qu'ici, ma suite, elle commence à U1. Donc, je vais faire étude du signe de U2 moins U1, puisque c'est les deux premiers termes dans mon cas précis ici. Donc, il faut adapter un petit peu au cas de figure. Hein. Nous, on a vu, c'est les U1 moins U0, mais U1 moins U0 dans le cas où la suite commence à U0. Or, ici, je fais comme si elle commençait à U1, puisque c'est à partir de U1 que la suite va être monotone. Alors, UN est monotone, alors à partir de n égale 1 seulement, hein. Pas à partir de n égale 0. Donc, il faut faire attention. Il faut adapter. Forcément, tout ce qu'on va faire après, il faut l'adapter à ce cas de figure. Alors, on sait que ça, c'est f de U1 moins U1. Et donc, vous vous rappelez, on est revenu à l'étude du signe. En fait, je dois ici étudier étude du signe de f de x moins x. Et donc, je vais appeler g la fonction f de x moins x. Vous vous rappelez, on avait déjà rencontré cette fonction dans un autre exemple. F de x moins x. Ici, ça va me donner x carré moins x plus 1 quart. Alors ici, donc c'est la fonction qui va me donner les points fixes, puisque la fonction g s'annule sur un point fixe de f, et aussi elle va me donner, le signe va me donner les variations de la suite. D'accord, selon le signe, je sais si ma suite UN est croissante ou décroissante. Alors peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais en fait ça c'est une identité remarquable, c'est x moins 1,5 le tout au carré, si vous regardez bien. Et donc ça veut dire que ma fonction g est toujours positive. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour ma suite? Eh bien, ça veut dire que je peux en déduire, on en déduit, que la suite UN est forcément croissante. D'accord? Puisque U1 moins U0 est positif. Puisque U1 moins U0 est positif. Pardon, U2 moins U1 est toujours positif. Donc, j'ai affaire à une suite croissante. Alors, petit problème, parce que ma suite est croissante et elle est dans l'intervalle, on est sur un intervalle stable qui n'est pas majoré. Alors attention, ça ne veut pas dire automatiquement que ma suite va tendre vers l'infini, le fait que l'intervalle ne soit pas borné. Ça veut dire qu'on ne sait pas. Il y a peut-être un sous-intervalle stable inclus. Imaginons, je ne sais pas, je prends l'intervalle 1 quart 1,5. Imaginons que lui aussi soit un intervalle stable et que je prenne U0 dans cet intervalle. À ce moment-là, la suite serait majorée. Donc en fait, on ne sait pas. Le fait que l'intervalle ne soit pas borné ne veut pas dire que systématiquement la suite va tendre vers l'infini. Ça veut dire que on n'a pas réussi à montrer pour l'instant qu'elle était bornée ou pas. C'est ça que ça veut dire. On ne sait pas encore. Alors, justement, on va chercher, du coup, si les points, si la suite converge, c'est vers un point fixe de f, donc on va chercher les points d'annulation de g. Hein. Les points fixes de f, c'est les points d'annulation de g, pour essayer de voir s'il y a des limites potentielles possibles. Point fixe. Donc ici, on ne s'occupe pas de f rond f. Hein. F rond f, c'est uniquement quand la fonction est décroissante. Donc on s'occupe des points fixes de f. D'accord ? Alors, c'est les points d'annulation de g. On voit que g s'annule si et seulement si x égale 1,5. Et donc, c'est l'unique point fixe de f. Ça veut dire que f de 1,5 égale 1,5. C'est l'unique point fixe de f dans l'intervalle i. Il est aussi dans le niveau de l'intervalle stable. Alors, si je refais un petit tableau de variation intermédiaire ici, juste sur l'intervalle qui nous concerne, nous, on a une fonction qui est croissante sur cet intervalle, on a vu, puis on a vu que le point 1,5 était point fixe. On a vu que l'image de 1 quart, c'était un 5/16e, je crois. Voilà. Et puis, plus l'infini ici. C'est f. Et ça, c'est x. Voilà. Donc, on voit qu'en ayant fait apparaître un point fixe, en fait, on trouve deux sous-intervalles stables, eux aussi. On voit qu'on va avoir l'intervalle, on va par exemple appeler I1 l'intervalle 1 quart 1,5. Et I2 l'intervalle 1,5 plus l'infini. Donc, je mets en évidence deux sous-intervalles stables. Pourquoi? Parce que je sais que f de I1, qu'est-ce que c'est? C'est l'intervalle 5/16e, 1,5. Il est bien inclus dans I1.
Et de même, l'image de l'intervalle I2, bah, c'est l'intervalle 1,5 plus infini d'après mon tableau de variation. Donc, il est bien inclus, il est même égal pour le coup à I2. Donc, I1 et I2 sont stables par F. On a fait apparaître deux sous-intervalles stables. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que dès que U1 sera dans l'un de ces deux intervalles, bah, tous les termes de la suite y seront aussi. Donc, on va faire en fait, ça va nous ramener à une disjonction de cas ici. La disjonction de cas qui se présente à nous, c'est qu'est-ce qui va se passer si U1 il est entre un quart et un demi, il va se passer certaines choses. Et s'il est entre un demi et plus infini, il va se passer autre chose. Alors, disjonction de cas, on va essayer de ici raisonner sur le comportement de la suite en fonction des valeurs de U1. Disjonction de cas. Alors, le cas numéro 1 qui peut se produire, alors le cas le plus simple, c'est si jamais U1 c'est 1,5. C'est-à-dire si U1 il est exactement pile sur le point fixe. Bah, à ce moment-là, ça veut dire que quel que soit n supérieur ou égal à 1, quand je vais calculer f de un, je vais me retrouver avec 1,5. Pourquoi? Parce que U2, bah, c'est f de U1, c'est f de 1,5, c'est 1,5, etc. Donc, la suite est stationnaire. Je vous rappelle que stationnaire, ça signifie constante à partir d'un certain rang. À partir du rang 1, la suite est stationnaire. Alors, U1 égale 1,5, ça veut dire que en fait, bah, je prends un U0, par exemple, égal à 1 quart ou moins 1 quart. C'est ça que ça signifie. Ça veut dire que si je prends un U0 égal à 1 quart ou à moins 1 quart, eh ben, je tombe sur ce cas de figure-là, U1 égale 1,5. Donc, si je pars de ce U0-là. Alors ça, c'est le premier cas, le plus simple. Maintenant, essayons le cas où U1 appartient à l'intervalle 1 quart, 1,5 ouvert. Alors ça veut dire que comme I1 est un intervalle stable, la suite UN est confinée à l'intérieur, confinée dans l'intervalle I1, qui est un intervalle borné. L'intervalle est borné, puisqu'I1 c'est 1 quart, 1,5, donc il est borné. Ma suite UN, on a dit qu'elle était croissante, donc UN est croissante majorée. Croissante et majorée. D'accord? Elles convergent. F étant une fonction continue, puisque je vous rappelle que la fonction, la convergence vers un point fixe, c'est dans le cas où la fonction qu'on étudie est continue. F étant continue, UN converge vers un point fixe de F, converge, pardon, vers un point fixe de F. Okay. Et donc, le seul point fixe de F étant 1,5, 1,5 étant le seul point fixe de F. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'arguments à donner. Hein. Pour bien bétonner notre raisonnement, ici, on a donné plein d'arguments. Pareil, 1,5 étant le seul point fixe, si le seul point fixe était 1, ça ne marcherait pas parce qu'il ne serait pas dans l'intervalle I1. Donc, il faut 1,5 étant le seul point fixe dans l'intervalle I1, puisque l'intervalle I1, c'est avec le 1,5 crochet fermé. Dans l'intervalle I1, eh bien, notre suite UN converge vers 1,5. UN converge vers 1,5. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Si jamais on a notre U1 qui est dans l'intervalle 1 quart, 1,5, mais pas égal à 1,5, parce que en même temps, on peut mettre les deux ensemble parce que c'est vrai qu'on a le même comportement. Donc c'est vrai que si U1 appartient à 1 quart, 1,5 crochet fermé, ben, ma suite est stationnaire ou croissante, pas stationnaire, mais dans tous les cas, elle converge vers 1,5. En fait, on peut rassembler ces deux cas ensemble. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Oui. Alors, si tu as un deuxième point fixe, en fait, généralement, ce qui se passe, c'est que si tu as encore un autre point fixe, imaginons petit L ici, qui sera un autre point fixe, bah, alors, ici, c'est impossible. Et imaginons qu'il y en ait un autre. Bah, tu sais que f de L égale L. Donc, en fait, tu as encore deux sous-intervalles stables. Ça te ferait l'intervalle 1 quart L et l'intervalle L 1,5 qui seraient aussi des intervalles stables. Et du coup, il faudrait raisonner pareil en disjonction de cas. Si U1 est dans le premier ou si U1 est dans le deuxième, il faudrait faire une autre disjonction de cas. D'accord?
Voilà, donc sur un autre point fixe, normalement, ça fait apparaître d'autres intervalles stables, puisqu'on est déjà... Ouais, voilà, c'est ça, par exemple. Alors, voilà, et donc le dernier cas numéro 3, c'est si c'est bien, on sait que notre mais notre intervalle I2 n'est pas borné. Alors ici, si vous concluez directement UN converge vers UN diverge vers Nice, c'est faux en fait, on ne peut pas le dire. C'est pas parce que l'intervalle stable n'est pas borné, donc attention, petite alerte ici, on ne peut pas conclure tout de suite. On ne peut pas dire tout de suite. Parce que peut-être qu'il y a d'autres, enfin en même temps, il n'y a pas d'autres points fixes. Donc bon, on voit que ça, c'est pas très. Mais on ne peut pas dire tout de suite que IN tend vers plus l'infini. Pour faire ça, on va essayer de mettre en place un petit raisonnement par l'absurde. Donc en fait, on voudrait bien montrer que la suite elle tend vers un demi, mais bon, comme on n'est pas sûr qu'elle n'est pas majorée, hein, on n'a pas montré qu'elle n'était pas majorée, on ne sait pas si elle est majorée ou pas, on va essayer de raisonner par l'absurde. Par l'absurde, en fait, on va supposer que notre suite converge. Supposons UN converge. Alors, si UN converge, eh bien, c'est forcément vers un point fixe de F. C'est forcément vers un point fixe de F. Si elle converge, c'est toujours vers un point fixe de F. Or, 1,5 étant le seul point fixe, eh bien, ça veut dire que UN, la suite UN, converge vers 1,5. Mais on voit que là, c'est contradictoire. Pourquoi est-ce que c'est contradictoire, en fait, de dire qu'elle converge vers 1,5 ici? Parce que F est croissante. Alors, F est croissante, c'est pas vraiment ça la contradiction. C'est pas tant que la fonction soit croissante, mais plutôt... La suite plutôt, pardon. Que la suite est croissante. Attention, faites bien cette distinction, parce qu'on a bien dit que le fait que la fonction soit croissante ne signifie pas forcément que la suite elle-même est croissante. Donc là, parlez bien de la suite. Effectivement, la contradiction, c'est que la suite soit croissante. C'est comme si je partais de 1,5 ici. Moi, je sais que j'ai le U1. U1, il est strictement plus grand qu'1,5, et j'ai des termes de suite croissante. Et donc, on voit bien que clairement, il y a une contradiction. Ma suite ne peut pas converger vers une valeur inférieure au premier terme de la suite. Or, U1 est strictement plus grand que 1,5 et la suite UN est croissante. Donc, il y a une contradiction ici. Contradiction. Et donc, la contradiction, c'est de dire que la suite UN converge. D'où UN diverge. Mais diverger, ça peut vouloir dire soit elle tend vers plus l'infini ou moins l'infini, soit elle n'a pas de limite. Ici, comme ma suite est monotone, d'après le théorème de limite monotone, je ne peux pas être dans le cas de figure où la suite n'a pas de limite. D'après le théorème de limite monotone, comme ma suite est croissante, ce théorème assure l'existence de la limite, soit la limite est plus l'infini parce que la suite du coup n'est pas majorée, soit la limite est une valeur finie. Donc ici, d'après le théorème de la limite monotone, UN tend vers plus l'infini obligatoirement. Voilà, donc alors après, nous on a fait les cas de figure pour U1, après il faudrait voir à quoi ça correspond pour U0 par exemple. Donc, si je reviens au petit dessin que j'avais fait au début, on avait donc, c'était quoi? C'est 1,5 qui était point fixe. Voilà, 1,5 qui est point fixe, donc ça veut dire que vous avez quelque chose comme ça. Alors, 1,5, je vais le mettre ici, disons, pour que ce soit cohérent. Voilà, imaginons que j'ai quelque chose comme ça. Ça veut dire que si vous avez un U0 qui est entre moins un quart et un quart, et ben, puisque si vous prenez ici moins un quart, hein, l'image de moins un quart, ça va être, si je dis pas de bêtises, non, c'est pas un quart, c'est l'image de 1,5. Ouais, c'est l'image de 1,5 qui vaut 1,5. Donc c'est plutôt ici, il faudrait que je mette 1,5 ou moins 1,5. Donc en gros, ça veut dire, si vous prenez un U0 entre moins 1,5 et 1,5,
et ben, vous allez avoir votre... donc ici, vous avez 1,5 et là aussi 1,5. Vous voyez que votre U1 va être entre 1/4 et 1,5. Donc, si je veux récapituler, là, on peut dire que il y a finalement, je fais un petit bilan, il y a le premier cas où si U0 appartient à l'intervalle moins 1,5, 1,5 fermé, alors U1, lui, il appartient à l'intervalle 1/4, 1,5 fermé. Et d'après le petit 1, alors je ne vais pas mettre petit 1, je vais mettre un petit tiret. Et donc, d'après petit 1 et petit 2, UN tend vers 1,5. Puis le deuxième cas, c'est si U0 appartient à moins l'infini, moins 1,5 ouvert, union 1,5 plus l'infini. Alors, dans ce cas, d'après le tableau de variation, bah, U1, il appartient à l'intervalle 1,5 ouvert, pardon, ici, plus l'infini. Et d'après petit 3, j'ai UN qui tend vers plus l'infini. Donc finalement, j'ai deux comportements possibles de ma suite. Alors, j'avais préparé tout un tas de fichiers GeoGebra pour vous montrer ce qui se passe, mais du coup, je suis obligée de les réouvrir parce que j'avais tout redémarré l'ordi. Je vais réouvrir les fichiers. Oui. 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 Oui, c'est ça. Parce que c'était un intervalle stable. Alors, il me semble que c'est ce fichier-là que je voulais vous montrer. Ah, voilà, c'est bon. C'est celui-là. Donc, hop, je vous partage le fichier GeoGebra en question. Celui-ci. Donc, voilà, on a ici tracé la fonction f. Et donc, vous voyez que ici, je peux prendre... alors là, j'ai tracé 4 termes de la suite, n égale 1. Si je bouge un petit peu la valeur de U0, vous voyez que si je prends un U0 qui est inférieur, enfin, qui est par exemple ici, un U0, là, il est à moins 0,4, bah, hop, je suis tout de suite redirigée vers l'intervalle et je vois que ma suite va ici converger. Attends, je vais mettre plus de termes. Voilà. Ma suite va converger vers 1,5. Imaginons que je mette 20 termes de la suite. Hop, j'ai convergence vers le point fixe. Donc, si je suis à gauche, on va dire ici, si jamais U1 arrive dans l'intervalle 1/4, 1,5, et ben, j'ai convergence. Par contre, si je prends un U0 qui est situé, par exemple, plus petit que 1,5, vous voyez qu'ici, je prends moins 0,7, et ben là, le premier terme, il me renvoie sur un nombre qui est supérieur à 1,5. Donc, je suis dans l'intervalle non majoré. Et là, vous voyez que la suite, elle va diverger. Elle tend vers plus l'infini. Pareil, si je prends des U0 qui sont situés à droite ici. Donc, j'ai un comportement de convergence ici. Puis, dès que je bascule de l'autre côté, hop, j'ai divergence. Donc, quand vous êtes autour, ici, au voisinage de 1,5, en fait, c'est très sensible ce qui se passe ici. Si vous êtes exactement pile sur 1,5, la suite est stationnaire, parce que c'est égal au point fixe. Si vous prenez un premier terme ici, vous avez convergence vers 1,5. Si vous prenez un premier terme ici, vous avez divergence vers l'infini. Vous voyez que c'est très très sensible aux conditions initiales. Si vous prenez un U0 qui est 1,5 moins epsilon, et ben votre suite elle converge vers 1,5. Si vous prenez un U0 qui est 1,5 plus epsilon, et ben votre suite elle converge vers elle diverge vers plus l'infini. Donc là c'est extrêmement sensible aux conditions initiales si vous êtes dans le voisinage de 1,5. Alors ce point fixe là, à gauche il est attractif, à droite il est répulsif. Vous voyez qu'à gauche il attire les points de la suite, à droite il va repousser les points de la suite. Donc là le point fixe il est ni attractif ni répulsif, hein, il est ni l'un ni l'autre, parce qu'à gauche il a un comportement, à droite il a un autre comportement. Un point fixe attractif, quel que soit U0 dans le voisinage, il va attirer les points de la suite. Un point fixe répulsif, quel que soit U0 dans le voisinage, il va repousser les points de la suite. Vous voyez que là, vous prenez un U0 extrêmement proche de 1,5, mais plus grand, bah, votre suite, elle va tendre vers l'infini, alors même que vous êtes très très près du point fixe. Donc, vous voyez que ça peut vraiment... les comportements ne sont pas forcément aussi intuitifs que ça. Alors voilà, je remets du coup le cours, si j'arrive à le retrouver. Il est où mon cours? Ah non, je ne l'ai pas ouvert forcément. Attendez, je vous remets déjà ça, que vous puissiez recopier si vous n'êtes pas fini. Et je trouve, voilà, la présentation, j'y suis. Madame, Oui.
Pardon, et c'était juste pour savoir, j'ai pas bien compris comment on a trouvé pour moins l'infini, moins un demi, pour comment dire, comment réagissaient les suites pour les valeurs négatives. Ah, alors, pour les valeurs négatives, eh ben, je peux te montrer directement sur le fichier, ce sera peut-être plus simple. Mhm. Faire une petite annotation. Ah, voilà. Eh ben, si tu as une valeur négative, par exemple, si tu en prends U0 ici, en moins 1, bah, quand tu vas calculer l'image, c'est cette valeur-là. Et puis, hop, je vais la rebasculer sur l'axe des abscisses avec ma droite. D'accord? Donc, je me retrouve avec un U1 qui est là. Et donc, mon U1, il appartiendra, alors si U0, il est strictement plus petit qu'un demi ici, que moins un demi, pardon, et ben, je vois que mon U1, il va être strictement plus grand que un demi pour mon premier terme. Et du coup, ma suite, elle va tendre vers plus l'infini. Ah, d'accord. Donc en fait, ça va nous ramener, entre guillemets, à l'intervalle Ouais, stable, c'est ça? exactement. Parce que votre fonction étant comme ça, et sachant que si vous prenez un point ici, en fait, son image, elle est positive, hein, puisque l'image de U0, alors l'image de 0, c'est un quart pour la fonction. Si vous prenez l'image de moins 1, bah, c'est quelque chose de plus grand. Et donc, vu que vous êtes ramené avec une image supérieure, et ben le prochain U1, il sera forcément dans l'intervalle 1 demi plus infini, même si U0 est négatif. Ok, d'accord, merci. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les fonctions non monotones, d'accord? Ici, on a de la chance, entre guillemets, que ma fonction, effectivement, me ramène toujours dans un intervalle stable lorsque je calcule les termes de la suite. Des fois, ça ne marche pas. Ok, donc ça dépend du coup des Donc, intervalles ça de. dépend des intervalles, des fonctions, ça dépend de plein de choses. Quand la fonction n'est pas monotone, en fait, on peut rien dire à l'avance. C'est vraiment au cas par cas. Il faut faire l'étude de la suite au cas par cas. Il n'y a pas de règle générale. On ne peut pas dire, bah, tiens, la suite sera monotone ou non, on ne peut pas dire. Ok, d'accord, merci. OK. Alors, continuons un petit peu sur notre... Voilà, ça c'était la diapo de cours qui correspond. Donc, vous avez les deux cas hein, que j'ai définis ici, le cas où vous avez la suite qui diverge à gauche et le cas où la suite converge à droite. Alors, je vais sauter directement à... J'ai sauté le terme du point fixe pour l'instant. Je vais passer à, parce qu'on va en parler après, à récapituler. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre avant. Récapitulation du plan d'études, j'aurais dû le mettre avant. Mais bon. Enfin, non, parce que... Bref. Donc, récapitulatif du plan d'étude d'une suite récurrente. Donc là, on va passer en revue un peu les pistes qu'on a quand on a affaire à une suite récurrente. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a... Attendez, je vais le mettre en grand, ce sera peut-être plus lisible pour vous. Certains qui ont un petit écran. Si j'y arrive, voilà, ça y est. Alors, donc, la première piste qu'on a, c'est bien sûr chercher les intervalles stables. D'accord? Vous cherchez un intervalle pour lequel, si U0 appartient à I, eh bien, la suite UN sera dans l'intervalle I et donc sera bien définie. Ça, c'est la première chose. Et tous les termes seront dans cet intervalle. Donc, déjà, on cherche des intervalles stables. Donc, pour ça, on s'appuie sur le tableau de variation. D'accord? On essaie de voir s'il n'y a pas des points fixes. Est-ce que le tableau ça met en évidence des intervalles stables? Ensuite, on regarde la monotonie de la suite. Pour étudier la monotonie de la suite, il y a deux pistes possibles. Soit j'étudie les variations de f, la fonction de base. Là, j'ai deux possibilités. Ma fonction est croissante. À ce moment-là, ma suite est monotone. Et alors, je dois comparer U1 et U0 et U1 pour savoir quel est son sens de variation. Ou alors, ma fonction est décroissante. À ce moment-là, c'est f rond f qui est croissante. Et donc, c'est U2n et U2n plus 1 qui sont monotones, de sens de variation opposés. Je peux aussi étudier la fameuse fonction f de x moins x. Les points d'annulation sont les points fixes de f et son signe donne le sens de variation de la suite. Si je connais le signe de g, eh bien, je peux déduire le sens de variation de la suite. Ensuite, pour statuer sur la convergence de la suite. Alors, la convergence de la suite peut se faire seulement vers un point fixe lorsque la fonction f est continue. Donc, je peux chercher des points fixes pour voir est-ce qu'il y en a plusieurs, est-ce qu'il n'y en a pas. Par exemple, vous cherchez des points fixes, vous n'en trouvez pas. Bah, la suite, elle n'existe pas de point fixe, c'est-à-dire la courbe de f ne coupe jamais la droite y égale x. Bah, votre suite, elle ne peut que diverger, par exemple. Elle ne pourra jamais tendre, elle ne pourra jamais converger. Et donc, quand vous avez trouvé des points fixes, vous pouvez utiliser le théorème de la limite monotone, qui dit qu'une suite croissante majorée converge, etc. Ce genre de choses-là, lorsque l'intervalle est borné. Vous pouvez étudier les suites extraites U2n, U2n plus 1 dans le cas où la fonction est décroissante. À ce moment-là, vous cherchez les points fixes de f rond f, attention, et pas forcément de f. Il y a la possibilité d'utiliser le théorème des accroissements finis. Ça, on va voir dans le prochain paragraphe. Je laisse de côté pour l'instant. On étudie la contractance de f avec le théorème des accroissements finis et on peut utiliser le théorème du point fixe. On verra ça dans le paragraphe qu'on n'a pas encore fait, c'est le dernier paragraphe qui reste.
Et enfin, si vous voulez montrer la divergence de la suite, si la suite diverge, bah, quand est-ce que ça peut se produire, ça? Bah, si la fonction f n'a pas de point fixe, si la suite un est monotone mais n'est pas majorée ou minorée, donc à ce moment-là, il faut faire une preuve par l'absurde, comme on l'a fait dans l'exercice précédent. Supposer qu'elle converge et montrer que ce n'est pas possible, par exemple. Ou alors, si vous avez vos deux suites extraites qui convergent chacune vers deux points fixes différents, à ce moment-là, bah, la suite UN diverge. Elle va être périodique, elle va osciller autour de deux valeurs, en fait. Elle va converger vers deux valeurs, elle va tourner autour de deux valeurs, mais elle ne convergera pas elle-même. Voilà, ça c'est toutes les différentes choses qu'on peut dire. Sinon, alors juste une petite chose, c'est quelque chose qui est en annexe, c'est-à-dire que ce n'est pas au programme à savoir, mais ça peut aider à intuitivement à comprendre ce qui peut se produire. C'est-à-dire si vous avez ça en tête, vous pouvez comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Donc, en particulier, ça va expliquer le phénomène qu'on a vu dans l'exercice précédent, où d'un côté, le point fixe est attractif, de l'autre, il est répulsif. Ça va expliquer ce phénomène, ce que je vais dire maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est pas au programme, il ne faut pas l'apprendre par cœur, mais c'est des choses que vous pouvez... si vous avez compris ça, ça peut aider. Alors, dans ce paragraphe, on suppose qu'on a affaire à un intervalle non vide stable par une fonction f, que f possède un point fixe petit l dans l'intervalle et qu'f est de classe C1, d'accord? Alors, en fait, quelques propriétés. Quand est-ce qu'un point fixe va être attractif? Eh bien, en fait, on peut montrer, on ne va pas démontrer ces propriétés, mais on peut montrer que tout dépend de la pente au point fixe. Tout dépend de la pente de la fonction au point fixe, c'est-à-dire en gros de la pente de la tangente au point fixe. C'est pour ça que j'ai supposé ici f de classe C1, parce que tout dépend de la pente. Eh bien, si f' de petit l, donc en fait, tout dépendra de la valeur de f' de petit l. C'est-à-dire, est-ce que, donc si je fais un petit dessin, ici, vous avez une fonction f, voilà, hop, ça c'est la droite y égale x, vous avez un point fixe ici. Bah là, sur mon dessin, si je trace la tangente au point petit l, je vois qu'elle a une pente très faible ici. Le fait qu'elle ait une pente très faible, en valeur absolue, alors ce serait vrai aussi si jamais la fonction était décroissante. Si j'ai une pente très faible, comme ça, vous voyez qu'ici, je trace ma tangente. C'est quoi, c'est des connexions et reconnexions, là? Ça va? Là, j'ai une pente très faible ici. Donc, en valeur absolue, ici, ma dérivée est négative, hein, là, sur ce deuxième dessin. Mais en valeur absolue, j'ai une pente qui est inférieure à 1. Et pareil, ici, j'ai une pente qui est inférieure à 1 en valeur absolue. Donc, dans les deux cas, je suis dans le cas de figure où f' de petit l est strictement plus petit que 1 en valeur absolue. Eh bien, à ce moment-là, vous êtes sûr qu'il existe un voisinage de L. Alors, vous ne savez pas lequel, hein, il existe un voisinage pour lequel la suite récurrente, définie par premier terme dans ce voisinage et la relation de récurrence habituelle, converge vers petit l. En gros, si la pente au point fixe, la pente de la tangente au point fixe est plus petite que 1 en valeur absolue, parce que ça n'a pas d'importance si c'est croissant ou décroissant la fonction, hein, ça sera attractif de la même manière. Tant que la pente en valeur absolue est plus petite que 1, eh bien, vous êtes sûr que le point fixe est attractif si vous êtes assez près. Il existe un voisinage, c'est-à-dire que si vous êtes assez proche du point fixe, eh bien, votre suite va converger vers ce point fixe si vous avez f' plus petit que 1. Et à contrario, si vous êtes dans le si vous êtes dans le cas de figure où f' est strictement plus grand que 1, donc c'est-à-dire une grande pente, c'est-à-dire que votre droite, eh ben, pourquoi ça m'a... Ah oui, d'accord, ok, c'est temps pour moi. Je fais des bêtises là. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Donc, autre possibilité, donc ça c'est toujours la droite y qui est à x. Cette fois-ci, vous avez une pente très importante, du genre comme ça. Vous voyez qu'ici, la tangente, là, elle a une pente très importante. Alors, ok, elle est négative, mais en valeur absolue, par exemple, là, imaginons que sa pente soit moins 2, en valeur absolue, c'est 2. Donc, elle est strictement plus grande que 1. Alors, aucune suite du type un plus 1 égale f de n ne converge vers petit l, sauf les suites qui stationnent en petit l. C'est-à-dire, si vous tombez sur une suite telle que, à partir d'un certain rang, vous êtes pile poil sur le point fixe, bah forcément, vous allez rester dessus une fois que vous y êtes. Une fois que vous êtes sur le point fixe, f de l égale l, vous ne bougez plus. Mais sinon, si vous êtes au voisinage du point fixe, et que vous êtes dans le cas de figure f' de l strictement plus grand que 1, eh bien, votre point fixe sera répulsif, c'est-à-dire que toutes les suites vont diverger, vont s'éloigner du point fixe. Aucune suite ne convergera vers ce point fixe. Voilà, on va passer en revue les différents exemples qu'on avait vus pour voir si c'est confirmé ce qu'on avait dit. Alors, mais
Voilà. Donc, il y a un cas de figure qui n'est pas couvert dans ce que je viens de dire, c'est si jamais, qu'est-ce qui se passe si f' de L est exactement égal à 1. Eh bien, on ne peut pas conclure, et c'est l'exemple qu'on vient de faire, l'exemple de x carré plus 1 quart. C'est l'exemple 9, on va voir ça. Dans ce cas-là, on ne peut pas savoir ce qui se passe à l'avance. Tout dépend. Et puis, attention, ce n'est pas parce qu'f' de L est strictement plus petit que 1 en valeur absolue qu'on est sûr que la suite va converger. Parce qu'il faut quand même être dans un bon voisinage. Si vous êtes trop loin du point fixe, peut-être que vous ne convergerez pas. C'est-à-dire que le bassin d'attraction, il est autour du point fixe. Le point fixe est attractif si vous êtes assez près de ce point fixe. Alors, on va passer en revue les différentes diapos qu'on avait rencontrées précédemment. Je remonte. Voilà, ça c'était notre premier exemple, c'était ça. Et donc, vous vous rappelez, ici, il y avait deux points fixes pour la fonction f dans cet exemple avec ln de 1 plus 2x. Vous aviez deux points fixes. Vous avez un point fixe ici et un point fixe ici. Et si vous vous souvenez, on avait dit que celui-là, c'était celui vers lequel les suites convergeaient. Si vous partiez de ce côté-là, vous aviez convergence vers ce point, si vous partiez de ce côté-là aussi. Donc lui, il est répulsif, et lui, il est attractif. Alors, est-ce que c'est confirmé? Oui, là, je vois que si je trace la tangente, là, la pente, elle est plus faible, et là, si je trace la tangente, la pente, elle est élevée. Donc, point fixe répulsif, point fixe attractif. Si je continue sur l'autre diapo avec la fonction décroissante, voilà. Celle-ci, on avait vu que le point fixe ici, pareil, il est tout de suite ici convergé vers ce point fixe. Quand on trace la pente, on voit que la pente est plus petite que 1 en valeur absolue. Donc c'est un point fixe attractif. C'est une pente faible. Et par contre, si je continue sur l'exemple qui est ici, alors sur ce dessin, on ne voit pas très bien, c'est un peu petit, mais si vous regardez le point fixe de la fonction f, on avait dit que c'était 1/2, le point fixe de f ici. Bien, donc sur ce dessin, par exemple, là vous avez 1/2 qui est là, excusez-moi, c'est ici. Et bien, vous voyez que la tangente, c'est la droite y égale x. Y égale x, c'est la tangente. Donc en fait, vous avez une pente avec f' de petit l égale 1. Vous êtes dans le cas de figure où f' de petit l égale 1, puisque la tangente, elle a une pente de 1 ici. Donc vous êtes dans le cas de figure où on ne peut pas conclure. Et du coup, à gauche, c'est attractif, à droite, c'est répulsif. Mais ça aurait pu être répulsif des deux côtés ou attractif des deux côtés, ou le contraire, attractif à droite, répulsif à gauche. Disons que tout peut se passer ici. On ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. D'accord? Ici, vous voyez que le point fixe là, il est là. Et ça va diverger si je suis à droite. Ok, donc ça peut vous donner des petits éléments complémentaires d'information pour, si jamais, pour interpréter un petit peu mieux ce qui va se passer. Ok? Ça va pour cet exemple-là? Oui. Ouais. Alors, je suis sur les annexes, donc je continue. Je continue sur les annexes, puisqu'on a parlé de points fixes répulsifs attractifs, de comportement de suite. Oui, j'ai simplement, donc là, j'ai expliqué un petit peu ce qui pouvait se passer. Attention, une application strictement croissante n'a pas nécessairement un unique point fixe. C'est pas parce que ma fonction est croissante qu'elle a forcément un seul point fixe. Elle peut couper la droite en plusieurs endroits. C'est-à-dire que je peux avoir ce type de schéma. Donc ça, c'est ma droite y égale x. Et donc votre fonction, elle peut très bien être croissante. Elle peut faire ça. Elle peut faire ensuite ça. Puis elle peut faire ça et ça, tout en restant croissante tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Elle peut avoir plusieurs points fixes. Sauf que, si vous regardez bien, par exemple, ce point fixe-là, il serait plutôt attractif ou plutôt répulsif sur mon dessin? Plutôt attractif. Plutôt attractif, hein, parce qu'on a une pente faible. Comment est-ce que je sais? Parce que, vous voyez bien, la droite, elle a une pente exactement égale à 1. Et la tangente, on voit qu'elle a une pente plus faible que celle de la droite. Donc ici, ma tangente, elle a une pente inférieure à 1. Donc ce point fixe-là, il sera attractif. Mais si vous voulez pouvoir récupérer un deuxième point fixe plus tard, vous devez pouvoir recouper la droite à nouveau en restant avec une fonction continue. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire un saut pour couper la droite un peu plus loin en faisant un saut dans la continue. Vous restez avec une fonction continue. Et donc ce point fixe-là, si vous voulez pouvoir, entre guillemets, rattraper la droite et la couper à nouveau, vous êtes obligé d'avoir une pente supérieure à 1, puisque si vous voulez repasser par au-dessus, votre pente, elle doit être supérieure à la pente de la droite, sinon vous ne pouvez pas recouper à nouveau. Donc vous aurez un point fixe répulsif.
puis à nouveau un attractif, ainsi de suite. Donc vous voyez, si vous avez plusieurs points fixes pour une fonction qui reste croissante tout le temps, eh ben, la pente, elle va être inférieure à 1, supérieure à 1, inférieure à 1, supérieure à 1, obligatoirement. Sinon, c'est pas possible. Donc ça peut aussi donner des petits éléments de réflexion là-dessus. Et donc, dernier exemple d'annexe, la suite logistique. Alors j'en ai parlé un petit peu. Cette suite logistique, c'est une suite définie par la fonction f de x égale x. Alors attendez, il faudrait juste que je puisse. En fait, je vais plutôt passer sur le crayon, sinon c'est pénible. Voilà, je remets comme c'était. Non, c'est ça, non plus. Voilà. Sauf que là, j'ai accès au crayon, donc c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc c'est la fonction f de x égale alpha x facteur de 1 moins x. Donc c'est une fonction polynôme du second degré, hein, c'est tout bête, c'est alpha x, alpha facteur de x moins x carré. Alors quelles sont les racines de ce polynôme? Qu'est-ce qu'il a comme racine? 1. 1 et aussi 0. 0. Ouais, 0 et 1 sont racines. Alors, attention, ne pas confondre les racines et les points fixes, d'accord? Les racines, ça veut dire que le polynôme, il va faire ça. Il va passer par 0, il va s'annuler en 0 et en 1. Et après, les points fixes, j'en sais rien. D'accord? Si je trace la droite, peut-être qu'elle fait comme ça, peut-être qu'elle fait comme ça. En fait, les points fixes, tout va dépendre de la valeur du coefficient alpha. Le coefficient alpha, il va dilater ou contracter la courbe, mais elle va toujours passer par le point 0,1. Ici, il va toujours passer par ces points-là. Simplement, le sommet de la courbe va être plus ou moins haut en fonction de la valeur de alpha. Donc, on va choisir un paramètre alpha entre 0 et 4. Alors, cette suite logistique, hein, vous vous rappelez le projet sur la morue hein, qu'on a fait au début le premier semestre, et bien en fait, on aurait tout à fait pu faire un projet autour de cette suite, étant donné que c'est une suite qui régit une population animale de la même manière. C'est une suite récurrente qui régit une population. Et donc, le paramètre alpha, c'est un petit peu comme le projet sur la morue, c'est un paramètre qui va réguler la population initiale. Est-ce qu'elle est plus ou moins importante ou pas? Voilà. Donc, selon les valeurs de alpha, la suite va être convergente ou divergente. Mais en fait, on va avoir des comportements assez particuliers. Donc, j'ai mis ici en évidence quelques comportements, il me semble qu'on avait déjà vu ces diapos. Par exemple, ici, j'ai alpha égale 2,85. Donc, je suis dans le cas de figure où alpha est compris entre 0 et 3. Alors, tout ça, on peut le démontrer, mais je ne vais pas le faire ici. On voit qu'on a un point fixe ici. Et on voit que la pente au voisinage de ce point fixe est plus petite que 1 en valeur absolue. Elle est négative, mais négative, ça ne veut rien dire. En valeur absolue, elle est inférieure à 1. Donc, le point fixe est attractif. Et puis, par contre, si je continue un petit peu, ici, si je prends un alpha qui est plus grand que 3, ben oui, ma fonction f, elle est là, c'est celle-là. Cette fois-ci, la pente, là, elle est un peu plus grande que 1. Et donc, j'ai deux points. Là, j'ai une pente plus grande que 1. Et là, j'ai une pente qui est plus grande que 1 en valeur absolue aussi. Donc, j'ai deux points fixes répulsifs. Mais étant donné que les termes de votre suite restent confinés dans l'intervalle 0,1 qui est stable, l'intervalle 0,1 est stable par f, hein, dans tous les cas, votre suite, elle reste confinée dans un intervalle borné, mais les deux points fixes sont répulsifs. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça? Ça peut vouloir dire qu'aucune des suites récurrentes ne va converger vers aucun des deux points fixes. Donc la seule possibilité, c'est que vous voyez que vous êtes sur un cas de figure où la fonction elle est un peu décroissante ici. Donc dès que vous allez être sur cette portion-là, eh ben, vous allez avoir un enroulement en fait ici autour des deux points fixes, mais cette fois-ci de f rond f. Donc ça signifie que vous partez sur le principe où votre fonction étant décroissante, votre suite ne sera plus monotone. Et comme f rond f a deux points fixes, eh bien vous allez avoir une suite qui va s'enrouler autour de ces points fixes. On dit qu'on a un cycle d'ordre 2, un 2 cycles, parce qu'il y a deux limites, entre guillemets, possibles à la suite. Et puis, si je continue à augmenter la valeur de alpha, eh bien, ici, j'ai un 4 cycles, c'est-à-dire que vous voyez que vous avez un point, enfin, en fait, vous avez des points fixes de f rond, f rond, f rond, f au bout d'un moment, quoi. C'est-à-dire que quand la fonction n'est pas monotone, bah là, vous avez que ce point-là est attractif, ce point aussi, puis ce point et ce point. Vous avez en fait 4 points qui vont attirer les points de la suite. Puis vous avez aussi des comportements complètement chaotiques comme celui-là. Alors, je peux essayer de vous montrer ça sur le fichier GeoGebra directement. Je vais essayer de faire ça. Hop. Ici.
je partage le fichier. Voilà. Donc ici, c'est le fichier qui montre justement ce qui peut se produire en fonction des valeurs de alpha. Donc vous voyez que bouger alpha, vous voyez comment alpha intervient sur la fonction f. Alors je vais enlever les termes de la suite pour ne pas parasiter ici, mais vous voyez là, voilà, alpha, il agit sur la hauteur de la parabole. Donc forcément, votre parabole là, il n'y a qu'un seul point fixe qui est 0, qui est attractif clairement, hein, puisque vous voyez que la pente ici, elle est plus petite que 1, elle est inférieure à la pente de la droite bleue. Si vous continuez à bouger alpha, au bout d'un moment, vous allez avoir, paf, apparition d'un deuxième point fixe. Le point fixe 0, il devient répulsif, vous voyez que la pente, elle est plus grande que 1, et ce point fixe là, il est attractif. Donc là, si je fais tracer les points de la suite, vous voyez que la suite, elle converge vers ce point fixe-là, alors que juste avant, elle convergeait vers 0, juste avant. Parce que 0 était le seul point fixe. Maintenant, si vous faites apparaître un deuxième point fixe, si je prends un U0 ici, vous voyez que mon point fixe devient répulsif. Je peux prendre U0 aussi près que je veux du point fixe 0, c'est l'autre point fixe qui va attirer les points de la suite. Même si vous êtes très très près de 0, la suite, elle converge vers le deuxième point fixe qui est attractif. Si je continue à bouger alpha, mon deuxième point fixe aussi, il va devenir répulsif au bout d'un moment. Donc là, il est encore attractif. Si je continue à augmenter alpha, bah là, vous voyez ce qui se passe. Là, il y a le point de basculement, là, on le voit. Hein. Hop. D'un coup, vous avez votre suite qui va cycler autour de 2. Et donc là, c'est f rond f qui va fournir 2 points fixes. Alors, je vais vous rentrer la fonction f rond f. G de x égale f de x. Voilà, vous voyez la fonction f rond f, c'est ces 2 points fixes-là. Donc, vous êtes sur une partie où la fonction f est décroissante. Donc, c'est f rond f qui prend le relais et c'est les points fixes de f rond f qui vont intervenir. Puis pareil, si je continue à faire bouger alpha, vous voyez que là, vous avez un 4 cycles et là, vous avez les points fixes de f rond f eux-mêmes qui deviennent répulsifs. Donc, bah là, après, il peut se passer plein de choses. Donc là, quand alpha augmente, oui. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais est-ce que vous pourriez nous envoyer ce fichier, s'il vous plaît? Alors, il me semble qu'il est sous Moodle, mais alors, je vais juste vérifier vite fait qu'il est sous Moodle ou pas. Je regarde rapidement. Il me semble que je l'ai mis sous Moodle. Moodle, lanière B. Alors, sous Moodle, j'ai... eh ben non, je ne l'ai pas. Donc, ouais, bah, ok, je le mettrai. Il n'est pas sous Moodle. Ok, je l'ai peut-être mis sous Discord, alors il me semblait que je l'avais mis quelque part, mais okay, je le remettrai. Oui, comme ça, vous pouvez rentrer la fonction que vous voulez, vous pouvez regarder comment ça se passe. Et tout. Voilà, et donc vous voyez que cette suite, eh ben, elle devient complètement chaotique au bout d'un moment, mais ce qui est assez remarquable, c'est que malgré tout, les points de la suite ils sont confinés entre 0 et 1, si vous regardez bien, tout se passe dans le carré 0,1. Et ça, c'est rigolo, parce que votre suite, elle fait n'importe quoi, mais elle reste dans ce carré. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien qui sort de ce carré 0,1, qui est un intervalle stable. 0,1, il est stable dans tous les cas de figure, ici, pour alpha entre 0 et 4. Voilà, donc c'est pour montrer un exemple où bah, il y a des choses très très compliquées qui peuvent se produire, alors que la fonction, elle est quand même très très simple. Hein. C'est un polynôme du deuxième degré qui passe par 0 et 1. Donc vous voyez, c'est une fonction très simple. Alors, et ben voilà. Je reviens sur le cours. Une dernière chose, là, vous avez en fait représenté un diagramme de bifurcation. C'est-à-dire, en fait, sur ce diagramme ici, vous avez en fonction des valeurs de alpha en abscisse, vous avez le nombre de limites, on appelle ça le nombre de valeurs d'adhérence, c'est-à-dire les points qui vont attirer les points de la suite, ça s'appelle une valeur d'adhérence pour la suite. Dans le cas où la suite converge, il y a une seule valeur d'adhérence. Vous voyez que jusque-là, entre ici et ici, vous avez une seule valeur d'adhérence. Pour chaque valeur de alpha entre 0 et 3, vous avez une seule limite pour la suite. Là, vous avez une bifurcation, c'est-à-dire qu'à partir de alpha égale 3, d'un coup, votre suite, elle va avoir un comportement cyclique. Il y a 2 limites possibles, 2 valeurs d'adhérence possibles. Ce n'est pas des limites, c'est des valeurs d'adhérence. Pareil, vous avez 2 valeurs d'adhérence jusqu'à ici, une nouvelle bifurcation qui se produit vers le alpha à peu près 3,43, quelque chose comme ça. Pardon, 3,47, je ne sais plus. Vous avez une autre bifurcation. D'un coup, vous allez avoir 4 valeurs d'adhérence. Puis à chaque fois, vous avez des nouvelles bifurcations. C'est-à-dire qu'à chaque fois, votre cycle d'ordre 2,
duplique en cycle d'ordre 4, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez des cas de figure où vous avez, vous voyez le nombre de valeurs d'adhérence, par exemple, pour cette valeur-là de alpha, bah, il y en a, j'ai envie de dire une infinité, enfin, on n'est pas sûr, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et sauf qu'au bout d'un moment, vous avez d'un coup, on se remet à avoir, par exemple, 4 valeurs d'adhérence à partir de ce alpha-là. Et donc, le diagramme de bifurcation, en fait, il ne fait pas que de faire des bifurcations. Des fois, il revient. On est tombé sur des valeurs d'adhérence où il y avait eu, je sais pas, des millions de valeurs d'adhérence, puis d'un coup, il y en a 4. D'un coup, il y en a 2. Et donc, on appelle ça un comportement fractal, en fait. Et vous avez ces fractales-là. L'étape d'après, c'est de regarder les suites récurrentes complexes. Les suites récurrentes complexes. Donc, comment vous faites ça? Ben, vous, au lieu de prendre des suites réelles, vous prenez des suites complexes. Donc, votre Z0, il est complexe. Et puis, vous faites une itération, mais au lieu d'avoir des nombres réels, ben, vous faites des nombres complexes. Sinon, c'est exactement pareil. Et vous obtenez des ensembles fractales de ce type. Donc, sur ce dessin, par exemple, vous avez, on a mis en évidence en noir les points où la suite était bornée. C'est-à-dire que tous les points noirs, c'est les points où la suite est bornée. Et donc, en fait, si vous zoomez sur une petite partie de votre dessin ici, et ben, vous tombez sur des dessins qui sont comme ça. Et plus vous zoomez, plus vous retombez sur les mêmes structures. Et donc, une structure fractale, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, là, les dessins, évidemment, ils sont un petit peu mis, ils sont un peu mis jolis, hein, avec des belles couleurs et tout. Les couleurs, elles correspondent à des choses, hein, elles ne sont pas mises au hasard. Et donc, en fait, plus vous zoomez sur une petite partie minuscule du bord de l'ensemble, et plus vous tombez sur un sous-ensemble de cet ensemble qui a la même allure que l'ensemble initial. Vous voyez que là, on a zoomé sur cette petite partie-là, ben, on tombe sur une structure qui est la même que l'ensemble complet, en fait. Et on retrouve ça ici. Si vous zoomez sur un ensemble de diagrammes de bifurcation, par exemple, si vous zoomez ici, vous tombez sur la même structure que celle-ci. Donc, c'est un sous-ensemble fractal aussi. Voilà. Et en fait, on peut mettre en évidence un lien entre cet ensemble fractal de Mandelbrot et le diagramme de bifurcation. En fait, ils se correspondaient. Alors voilà, j'ai mis ce petit smiley parce que je n'ai pas trop eu le temps de chercher pourquoi. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait cette correspondance entre les deux. Donc voilà, l'étape d'après, c'est l'étude des suites récurrentes complexes. Et ça donne accès à ces ensembles fractals qui ont été en particulier étudiés par le français Mandelbrot, qui est décédé en 2010. Que j'avais vu en conférence, il était venu à Villeurbanne, il a fait une conférence sur les fractales, c'est génial. C'est un peu avant qu'il soit décédé. Voilà. Allez, je reviens sur le dernier chapitre de cours. Est-ce qu'il y a des questions avant, peut-être? Oui, moi j'ai juste une question sur les complexes là. Oui, oui. Comment on fait une suite en complexe, justement? Eh bien, c'est super simple, c'est vraiment comme une suite réelle, c'est-à-dire que par exemple ici, tu vois que tu as Z0 égale 0, Zn plus 1, c'est Zn carré plus C. Bah, donc pour calculer Z1, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire Z0 au carré plus C. Donc ça va te faire C. Puis après, pour calculer Z2, tu vas faire Z1 au carré plus C. Donc ça va te faire C au carré plus C. Mais C étant un nombre complexe, tu vas obtenir un autre nombre complexe. Alors après, la question, c'est comment on représente ces termes. Parce que il nous faudrait être en dimension 4 pour pouvoir représenter une fonction qui va de C dans C. Vous vous rappelez, un C, il est de dimension 2 en espace vectoriel. C'est un espace vectoriel de dimension 2. Donc, il faudrait 2 dimensions pour le départ, 2 dimensions pour l'arrivée. On ne peut pas représenter. Du coup, à la place, on représente des ensembles comme ça, qui sont simplement la mise en évidence des points Z0, des points Z0, pour lesquels j'obtiens une suite convergente, ou j'obtiens une suite bornée. Et donc là, en fait, je représente simplement les points du plan Z0, pour lesquels, à partir de ce Z0, la suite que j'obtiens est bornée, et donc ça me donne cet ensemble fractal. Ok, d'accord, merci. Si vous avez 2 minutes, alors on va dire plutôt 15, je vous conseille vraiment cette vidéo de LGJ sur l'ensemble de Mandelbrot. Voilà, c'est vraiment sympa. Ça s'appelle 2 minutes pour. LGJ, il a fait une série, c'est un prof de maths, LGJ. Il a fait une série de vidéos qui s'appelle 2 minutes pour, et en fait, il explique de manière super simple tout un tas de problèmes mathématiques actuels, en fait, de la recherche actuelle. Et en particulier, par exemple, là, il va expliquer l'ensemble de Mandelbrot avec un niveau bac plus 1, bac plus 2, c'est-à-dire avec des connaissances que vous avez en maths. Donc, vous pouvez tout à fait suivre les vidéos. Alors, je ne dis pas qu'elles seront toutes compréhensibles de A à Z sans problème. Il y a des petits points un peu plus techniques que d'autres, mais du moins, vous avez le niveau pour suivre les vidéos de LGJ. Voilà, voilà.
Alors, sur ces bonnes paroles, je vais quand même revenir à notre dernier chapitre. Il est 9h01. On a un cours jusqu'à 9h30 aujourd'hui. J'espère pouvoir finir sur le théorème du point fixe. Alors, hop. Voilà, théorème du point fixe, c'est notre dernier paragraphe. Alors ça, c'est à connaître. Tout ce qui était en annexe et tout, c'était pas du tout à connaître, c'était plus pour vous, pour expliquer des petites choses supplémentaires. Théorème du point fixe, c'est à connaître. À ne pas confondre avec la propriété qui dit une suite récurrente converge vers un point fixe. Ce n'est pas ça le théorème du point fixe. C'est un théorème extrêmement puissant qui est généralisable en toute dimension. En dimension 12, vous avez aussi le théorème du point fixe si vous voulez. C'est un théorème très puissant et qui n'est pas du tout la simple propriété qui explique qu'une suite récurrente converge vers un point fixe. Ça, c'est une propriété qu'on a déjà vue. Le théorème du point fixe, on va voir exactement ce que c'est. En fait, l'objectif du théorème du point fixe, c'est de se mettre dans une situation où on est sûr à 100%, quand on dit 100% en maths, c'est 100%, c'est-à-dire c'est toujours vrai, que la suite UN, elle converge vers un petit L point fixe. On va essayer de trouver des hypothèses pour lesquelles, si ces hypothèses sont vérifiées, alors on est sûr que la suite récurrente converge vers le point fixe. Mais quelle que soit l'application F, c'est-à-dire que même si F n'est pas monotone, on pourra dire, si on est dans la situation du théorème du point fixe, on est sûr que la suite converge vers petit l, même si votre fonction, elle est pas croissante, pas décroissante, etc. Pour ça, on a besoin d'un petit peu de choses, de vocabulaire. Alors, en particulier, on a besoin de savoir ce que c'est qu'une application contractante. Alors, une application contractante, on l'a déjà esquissé un petit peu en parlant de points fixes attractifs et répulsifs. Une application est dite K contractante, ou tout simplement contractante, s'il existe un nombre K entre 0 et 1, attention, important, tel que pour tout xy appartenant à I, f de x moins f de y en valeur absolue est plus petit ou égal à K fois x moins y. Alors, si vous divisez par x moins y, vous vous retrouvez avec quelque chose comme ça, f de x moins f de y divisé par x moins y est plus petit ou égal à K. Donc, peut-être que là, vous reconnaissez un taux de variation pour la fonction f, le taux de variation de f entre deux points. Et donc, une application contractante signifie simplement, ça c'est le coefficient directeur d'une droite qui passe par, si vous avez votre fonction comme ça, là, prenez ce x là et ce y là. Qu'est-ce que ça représente f de x moins f de y sur x moins y pour cette fonction et ces deux points? Alors, pas tout à fait la tangente. Alors, taux d'accroissement? Ouais. Alors, oui et non. C'est-à-dire, c'est un taux d'accroissement, mais attention, c'est un taux d'accroissement de la droite qui va passer par ces deux points. Donc, si je trace cette droite, il faudrait que ce soit vraiment une droite ici, mais si je trace la droite qui passe par les deux points, c'est le coefficient directeur de cette droite. Quel rapport avec le taux d'accroissement? Si vous faites tendre x vers y, si x tend vers y, eh ben, vous allez vous retrouver avec la tangente. Mais attention, ce coefficient directeur peut représenter le coefficient directeur de n'importe quelle droite qui passe par deux points au hasard, enfin deux points quelconques plutôt de la fonction. Donc pas seulement des tangentes. Ça peut être n'importe quelle droite qui passe par deux points du graphe de la fonction. Okay, et donc une application contractante, ça veut dire que les variations de votre fonction sont bornées par la valeur de K, par une valeur de K. C'est-à-dire que votre fonction, elle ne peut pas faire un truc comme ça, pof, devenir super grande, et puis pof, super petite. Parce que si vous faites ça, vous avez par exemple, si vous prenez un x ici, puis un y ici, si vous tracez la droite qui relie ces deux points, elle a une pente beaucoup plus grande que 1. Et donc cette application-là n'est pas contractante. Être contractant, ça signifie les variations ne sont pas brutales. Les variations de notre fonction sont bornées par un nombre plus petit que 1. Donc notre fonction a des variations très douces. C'est ça le théorème du point fixe. Pour avoir le théorème du point fixe, on doit être dans la situation où notre fonction aura des variations tout sauf brutales. C'est-à-dire elle va monter un petit peu, puis redescendre un peu. Mais jamais brusquement elle monte, sinon elle est plus contractante. Madame? Oui? Mais si elle monte très très doucement, mais qu'au bout d'un longtemps, ça devient quand même très haut, du coup ça fait quand même qu'il y a un gros... Eh bien ouais, tout à fait. Par exemple, la fonction, on va voir un contre-exemple juste après, la fonction carré.
Au début, elle monte tout doucement, mais au bout d'un moment, elle devient grande. Et c'est vrai que là, les variations sont bornées, mais au bout d'un moment, vous avez une pente qui devient forte. Donc oui, effectivement, la pente de la fonction carrée, elle est plus contractante au bout d'un moment. Elle est contractante au voisinage de 0, mais elle est plus contractante si vous passez la barre de 1, par exemple. Alors, quelques propriétés. Oui, une autre question? Non. Oui, juste une dernière question. Pardon. Vas-y. Et oui, c'était pour savoir, par exemple, des courbes comme celle de représentative de Hélène, avec une pente très douce, entre guillemets. Est-ce qu'on considère qu'elles sont contractantes ou pas? Hélène, ouais, elle va être contractante, mais attention, pas au voisinage de 0, parce que là, la pente, elle devient brutale ici. Mais oui, à partir de 1, par exemple, Hélène, elle va être contractante partout. Et du coup, si on prend x égale justement 1 et y est égal, disons, 10 milliards, au bout d'un moment, ça risque pas de faire un gros décalage? Ah si, parce que ta dérivée, c'est 1 sur x, c'est ça? Ta dérivée. Oui. Donc en fait, il faut que tu... Alors non, parce qu'elle va toujours être plus bornée par 1 au bout d'un moment. On va voir, tu vois ici, tu as justement cette propriété qui explique qu'une application est contractante. Si une application est contractante et si elle fait dérivable, la dérivée elle-même est bornée par k et ça va être réciproque aussi. On va voir après que ça va être réciproque. Donc si ta dérivée est bornée par 1 pour tout x, la f' est plus petit que 1, tu es sûr que l'application est contractante. Ok, d'accord, okay. Merci. On va expliquer ça juste après, justement. Donc c'est le cas de Hélène. Oui, autre question? Madame? Oui. Oui, j'ai juste une question. Pourquoi le k il doit être compris entre 0 et 1 exclu? Alors, parce que si k égale 1, tu es dans le cas de figure où f' de x égale 1. Et je ne sais pas si tu te rappelles ce qu'on a dit sur les points fixes attractifs répulsifs. Parce qu'en fait, le but ici, ça va être de se placer dans un cas de figure où le point fixe est tout le temps attractif. Donc, il faut qu'on ait un truc du genre f' plus petit que 1 pour qu'il soit attractif strictement. Si c'est égal à 1, tu te rappelles le cas avec... d'accord. Ça ne marchera pas. On ne saura pas ce qui se passe. Donc, il faut absolument qu'f' soit strictement plus petit que 1 pour être sûr que le point fixe soit attractif. C'est pour ça qu'on enlève le 1 ici. D'accord, merci. Alors, quelques propriétés donc, sur les applications contractantes. Une application contractante est continue. C'est-à-dire que si vous avez une application contractante, elle est automatiquement continue. Pourquoi? Parce que si je fais tendre x vers y, si je dis je fixe y et que x tend vers y, grâce à cette inégalité, je vois que si x tend vers y, f de x tend vers f de y, puisque f de x moins f de y est plus petit que ce nombre qui lui-même va tendre vers 0. Donc f de x moins f de y tend vers 0, f de x se rapproche de f de y. Donc si x tend vers y à y fixé, f de x tend vers f de y, et ça c'est la continuité de la fonction. La limite quand x tend vers petit a de f de x est égale à f de a. C'est la continuité. Donc, contractant implique continu. C'est dans ce sens-là. Réciproquement, non, mais dans ce sens-là, oui. Contractant implique continu. Madame? Oui? Vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît, pourquoi est-ce que contractant implique continu? Oui, alors, c'est-à-dire je ne l'ai pas fait proprement, c'est pour ça, je voulais gagner un petit peu de temps, mais je vais le faire proprement à ce moment-là. C'est que tu dois dire, par exemple, tu dis, y fixé, je fixe y, j'ai x qui tend vers y. À ce moment-là, si je regarde, donc ça veut dire que la limite de x moins y, lorsque x tend vers y, c'est 0. Est-ce que tu es d'accord? Ah oui, ok. Et du coup, si ce truc-là tend vers 0, lui qui est plus petit tend vers 0, si la valeur de k, pour le coup, n'a pas d'importance. Ici, même si k était égal à 12, ça marcherait quand même, ici. C'est-à-dire que c'est juste que ça est tendant vers 0, ça va tendre vers 0 aussi. Donc ça veut dire que f de x se rapproche de f de y lorsque x se rapproche de y. C'est ça la définition de la continuité. C'est dire que la limite de f de x lorsque x tend vers a, c'est f de a. Ça marche, merci. Donc contractant implique continu. Si f est k contractante et si f est dérivable sur i, alors f' de x est plus petit ou égal à k. Alors ça vient du fait que quand je divise par x moins y, et pareil que je fais tendre x vers y, j'obtiens le nombre dérivé f' de x. Quand je fais tendre x vers y, j'obtiens la limite du taux d'accroissement et donc j'obtiens le nombre dérivé. Donc, une application contractante est une application, implique, si f est contractante, ça implique que sa dérivée est bornée par k.
Donc ça permet de trouver de prouver qu'une application n'est pas contractante, par exemple. Si vous trouvez une fonction pour laquelle f' n'est pas bornée par un nombre plus petit que 1, l'application n'est pas contractante. Autre propriété, corollaire du théorème des accroissements finis, ici, c'est le TAF qui permet de démontrer ça. Si f est continu sur l'intervalle AB et dérivable sur AB ouvert, donc là peut-être que vous reconnaissez les hypothèses du théorème des accroissements finis. Et s'il existe un nombre k appartenant à 0,1 avec ouvert en 1, tel que la dérivée soit bornée par k, alors on peut montrer qu'à ce moment-là, f est contractante. Et k contractante sur l'intervalle AB. Donc je ne vais pas le démontrer, mais voilà, c'est avec le TAF qu'on peut faire ça. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour montrer qu'une application est contractante concrètement? Eh bien, en fait, on essaye de borner sa dérivée. Si vous arrivez à borner la dérivée par un nombre plus petit que 1, eh bien, sur tout un intervalle, eh bien, votre application sera contractante sur tout cet intervalle. Voilà. Alors, au fait, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux applications contractantes? Eh bien, parce que, propriété 6, si je sais que mon application F est contractante, alors, cette application, elle admet au plus un point fixe dans I. Ça a un rapport avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur le fait que si je veux pouvoir avoir plusieurs points fixes, je dois pouvoir recouper plusieurs fois la droite. Et si je recoupe une fois et 2 fois la droite, il y a forcément sur un des 2 points fixes, à un moment donné où je vais dépasser, je vais avoir une pente, donc une dérivée supérieure strictement à 1, ou supérieure ou égale à 1, parce que je peux juste toucher la droite aussi, supérieure ou égale à 1. Donc pareil, je ne vais pas le démontrer par manque de temps, mais on a cette propriété, parce que si jamais j'avais plusieurs points fixes, eh bien ça contredirait la contractance dans le sens où la dérivée ne serait pas tout le temps plus petite, strictement plus petite que 1 sur mon intervalle, si j'avais plus de 1 point fixe. Donc là, on est en train de mettre en place tout doucement des hypothèses idéales pour une fonction. Par exemple, là, je vais montrer qu'elle aura du coup au plus un point fixe pour pouvoir montrer que ma suite récurrente, si elle converge, ce sera vers ce seul point fixe finalement. Cet unique point fixe, il existe. Il ne peut pas y avoir plusieurs points fixes pour une application contractante. Donc, on évite le phénomène de j'ai plusieurs points fixes, donc j'ai une suite qui peut tendre vers plusieurs valeurs à la fois, enfin, plusieurs valeurs différentes. OK, et alors ce fameux théorème du point fixe, que nous dit-il? Soit I, AB, un intervalle réel, fermé, borné et stable par une application contractante. Voilà, alors si toutes ces hypothèses-là sont vérifiées, vous êtes dans le cas idéal où votre point fixe est attractif et il n'y en a qu'un. Parce que votre intervalle est fermé, borné, l'intervalle est stable, et le fait que l'application soit contractante, ça assure que la fonction f va posséder un unique point fixe L, et que du coup, comme votre suite sera bornée, comme votre suite sera bornée et qu'il y aura un unique point fixe, forcément, toute suite récurrente va converger vers petit l. Donc, vous êtes dans la situation idéale où vous êtes sûr, vous n'avez pas besoin d'étudier ce qui se passe, vous êtes sûr, si ces hypothèses sont vraies, que la suite récurrente convergera vers ce point fixe. Mais attention, il faut la contractance. Et la contractance, c'est difficile de l'avoir. C'est pas toujours facile. Une application n'est pas toujours contractante. Alors, j'hésite à démontrer le théorème du point fixe ou pas. Ça se fait bien. Je regarde si la démonstration elle peut éventuellement être... ouais, elle n'est pas très longue, donc on va le faire dans les 15 minutes qui restent. Et après, il nous reste un petit... Ouais, super. On va avoir le temps de finir, je pense. Oui? Madame, juste, est-ce que là, on a besoin de s'intéresser à la monotonie de f ou pas? Aucunement. Non, c'est ça aussi l'avantage du théorème du point fixe, c'est que vous n'avez absolument pas besoin que f soit monotone. Si l'application est contractante, qu'elle soit croissante, décroissante, qu'elle change 15 fois de monotonie, tant qu'elle est contractante, c'est-à-dire que ces variations sont peut-être changeantes, mais bornées, enfin, comment dire, contraintes par une valeur de 1, vous êtes sûr que la suite récurrente convergera vers le point fixe, même si la fonction n'est pas monotone. C'est ça aussi un des avantages du théorème. Et surtout, vous avez cette majoration-là. Je vais insister dessus parce qu'elle est importante. Voilà, je vais démontrer rapidement le théorème. Et puis expliquer un petit peu l'exemple. Et puis voilà, après on verra en TD ce que ça donne.
Alors, à savoir que le théorème du point fixe n'est pas au programme de l'interro. D'accord, le programme de la prochaine interro s'arrête juste avant le théorème du point fixe. Mais il sera au programme de l'IE final, donc il faut quand même le travailler. Alors, je démontre rapidement le théorème 9. Alors, que nous dit ce théorème? Eh bien, donc regardez bien les hypothèses. Je dois être sur un intervalle fermé borné, stable, et mon application doit être contractante. Et dans ce cas-là, j'ai pof, tout qui s'enchaîne. Le point fixe est unique, la suite récurrente converge vers ce point fixe, et en plus, j'ai une majoration de l'erreur. Alors, expliquons un petit peu pourquoi ce théorème est vrai. Eh bien, en fait, vous allez voir, c'est assez facile. Mon intervalle I est stable. Donc, la suite est bien définie, UN bien définie. D'accord? Ça assure que même si ma fonction elle a des valeurs interdites, eh bien, la suite est quand même bien définie puisque l'intervalle est stable. Ensuite, j'étudie la fameuse fonction G qui va de AB dans R, qui a X associe f de X moins X. Vous vous rappelez de cette fonction qu'on étudie systématiquement quand on a affaire à une suite récurrente. Si je calcule G de A, G de A, c'est f de A moins A. Et ça, c'est positif. Pourquoi? Car le nombre f de A, il appartient à l'intervalle AB. Pourquoi? Parce que c'est un intervalle stable. L'intervalle AB étant stable, l'image de n'importe quel élément de cet intervalle est encore dans l'intervalle. Donc ça veut dire que f de A est toujours plus grand que A. Si vous calculez G de B, au contraire, vous allez trouver f de B moins B, et ça, ce sera négatif, pour la même raison, parce que f de B, il appartient à l'intervalle AB. Donc, je suis sûr que f de B, il est plus petit ou égal à B, alors que là, j'étais sûr que f de A était plus grand ou égal à A. Alors, peut-être que vous voyez où je veux en venir. J'ai un G de A qui est positif, un G de B qui est négatif. Ma fonction G est continue. Qu'est-ce que je peux dire sur cette fonction G? G est continue car f est contractante. D'accord? F est contractante, donc continue. On a vu ça tout à l'heure. Ma fonction G est continue, j'ai une image positive, une image négative. G s'annule. G s'annule, oui. Oui, c'est parce que l'intervalle est stable. Donc, ça veut dire que f de i est inclus dans i. Donc, ça veut dire que quel que soit l'élément que je prenne dans l'intervalle i, l'image de cet élément est encore dans l'intervalle AB. Donc, si tu prends A, petit a, f de A, il appartient à l'intervalle AB. Donc, f de A est plus grand que A, puisque l'intervalle AB, hein, si tu regardes cet intervalle, f de A, il est quelque part là-dedans, donc il est plus grand que A. Et f de B, il est plus petit que B, forcément. Voilà, donc là, j'applique le TVI qui m'explique que G s'annule au moins une fois dans l'intervalle AB. Donc, ça veut dire que F a au moins un point fixe. Parce que là, les annulations de G, c'est les points fixes de F, d'accord? F a au moins un point fixe dans l'intervalle I. Mais vous avez aussi, de plus, c'est le théorème, comment s'appelait-il, la propriété 6, qui disait qu'une application contractante, elle avait au plus un point fixe. F étant contractante a au plus un point fixe dans l'intervalle I. Donc elle a au moins un point fixe et au plus un point fixe. Elle a combien de points fixes cette fonction F? 1, puisque si elle a au moins un point fixe et au plus un point fixe, elle peut en avoir qu'un point fixe finalement. Donc il y a unicité du point fixe dans ce cas-là. F étant contractante a au plus un point fixe dans I. Et donc ça implique que F a exactement un seul point fixe. C'est-à-dire qu'une application contractante sur un intervalle stable a forcément un point fixe et un seul.
elle a forcément un seul point fixe dans I. Exactement un point fixe dans I. Donc là, on a montré pourquoi il y avait un point fixe. C'était le premier point du théorème du point fixe. Et puis, ben là, en fait, c'est bon parce que du coup, la majoration, alors, pourquoi est-ce que tout de suite va converger? Parce que la suite, elle est bornée, la suite est bornée, il n'y a qu'un seul point fixe. Et donc, une suite récurrente, en fait, va converger vers ce point fixe. Et puis, du coup, je vais avoir la majoration qui est proposée. Alors, à savoir faire ça, puisque c'est souvent demandé en exercice de refaire cette démonstration-là. La majoration, alors je reviens dessus. UN moins L est plus petit ou égal à k puissance n facteur de b moins a. Alors, cette majoration, elle montre que la suite UN, elle va tendre vers L. Parce que si vous faites tendre n vers l'infini, étant donné que k, il est entre 0 et 1, eh bien k puissance n tend vers 0. Donc, UN moins L tend vers 0, UN converge vers L. Donc, cette majoration, ça montre que la suite UN va converger vers L. Alors, comment l'obtenir? Donc là, c'est à savoir faire, à savoir refaire. Parce que c'est souvent demandé en exercice, ça. À savoir refaire, soit n appartenant à n. Je voudrais trouver une majoration de UN moins L. Eh bien, en fait, je vais dire que UN moins L, qu'est-ce que c'est? C'est f de UN moins 1 moins f de L. D'accord? Pourquoi? Parce que UN, c'est f de UN moins 1, et L, c'est f de L. L est en point fixe. Car f de L égale L. Mais là, je vais utiliser la contractance. Je vous rappelle, la contractance, c'est de dire que ça, c'est plus petit ou égal à k fois, si j'ai f de x moins f de y, c'est plus petit ou égal à k fois x moins y. Donc, je me retrouve avec ça. Ça, c'est plus petit ou égal à k fois UN moins 1 moins L. Donc, vous voyez que grâce à la... Donc, ça, c'est la contractance qui me le dit. Grâce à la contractance, je suis passé de UN moins L à k fois UN moins 1 moins L. Mais je vais recommencer encore, c'est-à-dire je vais refaire la même chose. Je vais dire que ça, c'est k fois f de UN moins 2 moins f de L. Et je vais encore une fois utiliser la contractance pour dire que ça, c'est plus petit que k fois UN moins 2 moins petit L. C'est-à-dire k au carré fois UN moins 2 moins petit L. Et je vais recommencer encore ainsi de suite. Je vais descendre dans la numérotation de mes termes de UN. Je suis passé à UN-1 puis UN-2. Je continue comme ça par récurrence. J'utilise systématiquement la contractance, ça me permet jusqu'à ce que je tombe sur U0 moins L. Donc, on refait n fois de suite la même majoration qui fait systématiquement apparaître un k puissance quelque chose à chaque fois. Sauf que combien j'aurais fait d'étapes pour passer de n à 0? Ben, j'aurais fait ça n fois de suite. Et donc, j'ai un k puissance n ici, puisque j'ai fait ma majoration de contractance n fois de suite. Et ensuite, pour finir, ben, je peux dire que, or, U0, il appartient à l'intervalle AB, et L aussi, il appartient à l'intervalle AB. Donc ça prouve que U0 moins L est toujours plus petit que B moins A. Donc ça, je peux dire que c'est plus petit ou égal à K puissance N fois B moins A. Voilà, et cette majoration, elle est importante parce que on en déduit que la limite, quand n tend vers l'infini, de UN moins L est plus petite ou égale à la limite de K puissance N fois B moins A, quand n tend vers l'infini. Et cette limite-là, c'est 0. Pourquoi? Car petit k est compris entre 0 et 1, strictement. Donc, K puissance N va tendre vers 0. Et d'où UN converge vers petit l. Et en plus, on a une majoration de l'erreur commise. On verra comment on l'utilise. Voilà pour expliquer un petit peu le théorème du point fixe. Donc c'est un théorème très puissant, très intéressant. En contrepartie, les hypothèses sont assez restrictives. La contractance, ce n'est pas toujours facile de l'obtenir. Pour terminer aujourd'hui, je vais juste expliquer l'exemple 10, justement, comment est-ce qu'on fait dans cet exemple-là. Alors, ah oui, j'ai une petite remarque. En fait, moi, j'ai démontré le théorème dans le cas de figure d'un intervalle fermé borné pour pouvoir utiliser le TVI.
le théorème du point fixe se généralise sur n'importe quel intervalle fermé, mais pas forcément borné. Par exemple, si vous êtes sur A plus l'infini, moins l'infini A, le théorème est toujours vrai, mais il est beaucoup plus difficile à démontrer. Donc, on admet qu'il se généralise sur un intervalle plus grand du style A plus l'infini, mais un intervalle fermé, mais pas forcément borné. Voilà, et pour finir le cours, je finis très très vite avec l'exemple 10 pour vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser le théorème. Exemple 10, donc je prends f de x égale 1 plus arctangente x. Voilà, c'est vraiment pas très long, vous allez voir. Comme ça, j'ai fini le chapitre, et la semaine prochaine, on peut commencer le nouveau chapitre. Exemple 10. Donc, ma fonction f, on a choisi 1 plus arctangente x, pourquoi pas. D'accord, voilà cette fonction-là. Sur l'intervalle 1, 3, eh bien, moi, je voudrais bien étudier la suite récurrente. U0 appartient à 1, 3, et puis UN plus 1 égale f de UN. Je voudrais montrer que cette suite récurrente, montrons que cette suite récurrente converge. Et pour ça, je vais utiliser le théorème du point fixe. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de me taper l'étude qu'on a fait jusqu'à présent de est-ce que c'est monotone, est-ce que c'est borné, non, j'ai pas envie. Je vais regarder si l'application est contractante et si l'intervalle est stable. Si l'application est contractante et que l'intervalle est stable, et ben boum, ça tombe tout seul, f n'a qu'un point fixe, et la suite, elle converge vers ce point fixe. Donc ça vaut le coup de jeter un œil. Alors bon, moi je sais que f est dérivable, alors je fais la version express, hein. F est dérivable et f' de x. Donc je fais la dérivée de 1 plus arctangente, ça fait 1 sur 1 plus x carré. Alors vous vous rappelez, pour montrer que c'est contractant, il suffit de borner la dérivée, et ça me fait apparaître la valeur de k. Alors, étant donné que x appartient à 0,3, eh bien ça me dit que x carré appartient à 0,9. Donc, je peux montrer que du coup, f' de x va appartenir par encadrement à 1 dixième, 1 demi. D'accord? Si vous remplacez là-dedans, vous ajoutez 1, vous passez à l'inverse. Bah vous ajoutez 1, vous passez à l'inverse. Ah non, pardon, c'est 1, pas 0,3, sinon ça ne marche pas. 1,3, sinon ça ne marche pas. Voilà. Vous êtes entre 1 et 9, voilà, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc vous êtes bien avec f' entre 1 dixième et 1 demi. Donc on peut choisir, donc quel que soit x appartenant à 1,3, eh bien je suis sûr que f' de x est inférieur ou égal à 1 demi. Donc je peux choisir k égale 1 demi. Et j'ai démontré grâce à cela que f est 1 demi contractante. F est 1 demi contractante. Voilà. Ça, c'est la première hypothèse. Ma deuxième hypothèse, je vérifie que l'intervalle est stable. Alors, pour faire ça, je vais chercher l'image de l'intervalle 1, 3. Comme ma fonction est croissante, eh ben, c'est f de 1, f de 3, car f croissante. Et puis, alors je peux montrer, alors je ne vais pas faire les détails de calcul, mais ça me fait 1 plus pi sur 4. Et là, ça me fait 1 plus arctangente 3. Ça, c'est à peu près 1,79. Ça, c'est à peu près 2,25. Donc, c'est bien inclus dans l'intervalle 1, 3. Donc, mon intervalle 1, 3 est stable par f. Voilà, la fonction est contractante, k égale 1,5. L'intervalle 1, 3 est stable par f. Eh bien, théorème du point fixe, directement. Théorème du point fixe implique la suite converge. Alors, f a un unique point fixe. Alors, le théorème ne donne pas la valeur du point fixe, mais on sait qu'il est unique. F possède un unique point fixe. Je n'ai pas besoin de le prouver, je suis sûre. Parce que je suis dans la situation idéale où je suis sûre que ça se passe bien. Un unique point fixe. Petit l appartenant à 1, 3. Et toute suite convergente U0 appartient à 1, 3. UN plus 1 égale f de UN, converge vers petit l. Vous voyez, c'est quand le théorème du point fixe est vérifié, ça va tout seul. Hein. Et enfin, dernière chose, vitesse de convergence. Alors, c'est la majoration qui me dit que UN moins L est plus petit ou égal à 1,5 à la puissance K, facteur de B moins A. B moins A, c'est 3 moins 1. Donc,
ça me fait 1 sur 2 puissance n moins 1. Pardon, c'est n ici. D'accord? C'est la majoration du théorème du point fixe. Ça me donne la vitesse de convergence. Ça signifie que, par exemple, si je prends n égale 11, si je calcule U11 moins petit l, eh ben, ça sera plus petit ou égal à 1 sur 2 puissance 10, c'est-à-dire plus petit ou égal à 1 sur 1024, plus petit ou égal à 0,001. Donc, vous voyez qu'au bout de 11 itérations, on a une approximation. On sait que quand on a calculé 11 termes de la suite, eh bien, UN et petit l sont proches de moins de 10-3. Donc, la majoration, elle me donne une petite idée de où je me situe par rapport à la limite. Je suis proche de moins de 10-3 de ma limite. Voilà, je m'arrête là.